week-end dernier, notre personnage principal s'est rendu chez son père. C'est autour d'un café bien chaud que la discussion commence. Ça papote, ça papote. « Ah, t'as déjà installé ton sapin, c'est joli. » Son père lui montre fièrement sa nouvelle cheminée. « Tu as vu, blablabla, elle est super, blabla chaleur, blabla bûche. » « Et sinon, quoi de neuf ? » « Eh bien, en ce moment, je travaille sur mon nouveau livre. »« Ah ouais, c'est cool, c'est sur quoi ? » ?»« C'est sur la longévité. J'avais envoyé mon premier chapitre à l'éditeur, et là, je viens de recevoir les corrections. » Notre protagoniste à la crinière de feu est intrigué. « Mais du coup, ça marche comment avec ton éditeur ? Vous gérez comment les échanges ? » Eh bien, je rédige mon chapitre dans un document Word, je lui envoie par email, et ensuite, elle me renvoie le document revu et corrigé. Ok, mais du coup, elle édite directement le document ? Non, elle utilise les marques de révision pour les corrections, et les commentaires pour les questions et autres remarques. Je n'ai plus qu'à accepter et ou refuser les corrections, et tenir compte de ces remarques. On ne dirait pas comme ça, mais ça prend du temps. À cet instant précis de notre histoire, une force intérieure réveille notre héros. C'est plus fort que lui. La zone Falpi de son cerveau s'active. Et oui, la dernière fois, c'était pour Noël 2006. Voyant IE6 dominer l'ordinateur de ses parents, il n'a pu s'empêcher de les libérer en installant Firefox à la place. Cette fois-ci, il est menacé par l'écriture avec Microsoft Word et par autre chose. La collaboration par email. Une nouvelle chose à notre roue s'impose, expliquer à son père sa bonne façon de faire. Bonjour à tous, je m'appelle Hubert Sablonnière, je suis développeur web chez OpenDevice et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de Documentation as Code et de mon père aussi. Alors Documentation as Code tout simplement parce que chez OpenDevice, ma boîte, on aide nos clients à adopter ce modèle sur leur documentation. L'idée générale, c'est finalement de traiter la documentation comme du code, en réutilisant les outils et pratiques bien connus des développeurs et des ops. Et puis ça ne se limite pas qu'à la documentation d'ailleurs. On pousse nos clients à envisager ça pour tout leur support technique et pédagogique, on va dire, donc leurs livres, leur formation, leur présentation dans les conférences, etc. Et si j'ai aussi envie de vous parler de mon père, c'est parce qu'en plus de son métier d'enseignant-chercheur en médecine, un peu comme nous, il a des side projects. Bah ouais. En fait, en 2006, depuis 2010, il a mis en prod sur son temps libre, pas loin de 6 bouquins de vulgarisation sur la médecine, le cerveau, les hormones, etc. Et puis, en plus, c'est pas vraiment un geek, il utilise son ordinateur comme tout le monde, mais il représente du coup l'exemple parfait de l'auteur, écrivain, rédacteur qui est agnostique au concept de documentation as code. Du coup, en discutant avec lui le week-end dernier, j'étais assez curieux de savoir comment lui, en tant que personne agnostique à ce concept, rédige ses livres, comment il travaille, quels outils, etc. Puis bon, surtout, je voulais passer plein de temps à lui expliquer comment nous, dans notre cerveau d'informaticien, de geek, de techos, comme vous voulez, comment nous, on fait vivre au jour le jour une documentation ou un document technique. Donc le premier sujet que j'ai abordé avec lui, c'est l'écriture. En fait, il passe pas mal de temps à lire différentes sources, des articles, etc. Il prend des notes sur papier, mais globalement, il écrit directement sur Word avec son ordinateur. Il tape à deux doigts. Le premier truc qui m'a surpris, c'est en fait, il n'utilise pas du tout les styles de Microsoft Word. Moi, j'utiliserais Word, ce que je ne fais pas, ou ses concurrents. J'irais mettre le corps de texte, titre 1, titre 2, pour mettre un peu de sémantique, si je puis dire, dans mon document. Non, en fait, avec son éditeur, ils ont un ensemble de conventions. C'est un peu l'éditeur qui fait, voilà les conventions. Et en gros, c'est genre, titre 1, c'est en taille 20 pixels. Je dis n'importe quoi, ça doit être des points d'ailleurs. Enfin, en tout cas, il y a une taille pour le titre 1, une taille pour le titre 2. Si c'est un encart qu'il y a au milieu d'un chapitre, il faut le mettre dans une police différente. Ok. Et si c'est une citation, il faut le mettre en italique. Voilà, il a un ensemble de conventions, il les applique comme ça. Et du coup, en tout cas, moi, ça fait tilt. Je me dis, mais non, il est en train de tout mélanger, ça va pas du tout. Et là, je pense à nos trucs de code, de codeurs à nous.
pense à la separation of concerns, qui est une traduction française que j'ai découvert en faisant cette presse, la séparation des préoccupations. C'est un peu québécois, mais... Du coup, je lui explique le concept, c'est un principe qu'on retrouve partout chez nous. On retrouve ça dans le modèle OSI, avec les différentes couches réseau qui sont bien séparées. On retrouve ça dans le développement, avec plein de patterns, le plus connu étant peut-être MVC. Et puis surtout sur le web, moi je suis fan du web, on retrouve ça avec la séparation HTML contenu, CSS présentation et JavaScript, tout ce qui est comportement. Et d'ailleurs, moi ça me rappelle mes débuts en CSS. En fait, c'était la première fois, et je trouvais ça assez puissant comme concept, que je séparais le contenu d'un côté avec la sémantique et la présentation, la décoration de l'autre côté. À l'époque, quand il y a un mec qui faisait c'est quoi? Je fais quoi? Tu connais pas la présentation séparée du contenu? Bah, va voir sur CSS Zen Garden. Il y en a qui connaissent ce site? Qui a déjà fait un thème CSS Zen Garden? Wow, il y en a au moins 4 ou 3. Ouais, c'est top. Moi, j'en ai jamais fait, mais à chaque fois, je disais, bah, regarde, ça et ça, c'est exactement le même HTML. C'est juste le même contenu et une décoration, une présentation différente. Bon, après, il y a aussi des gens qui faisaient les malins avec des images, c'était un peu de la triche, mais c'était assez puissant. Donc, il y a pas mal d'avantages concernant la publication, quand on sépare le contenu et la forme. Mais là, pour l'instant, on va se concentrer sur l'écriture. Et concernant l'écriture, l'idée, c'est de vraiment mettre la priorité sur le contenu, sur ce qu'il est et sur ce qu'il transmet. On va essayer de libérer l'auteur qui sommeille en nous et lui permettre d'uploader, moi j'aime bien ce terme, le plus rapidement possible ses idées, ses pensées dans la machine. On va enlever tout ce qu'il y a sur le chemin entre les barres d'outils à la con, le fait que quand tu sautes une ligne dans une liste à puces, bah en fait, souvent l'éditeur, le traitement de texte essaye d'être trop intelligent et il est un peu sur ton chemin. L'idée, c'est vraiment d'aller avoir le moins de perturbations possible. Du coup, au départ, moi je voulais parler d'HTML à mon père, qu'il écrive ses livres. Après, je me suis dit, bah, moi-même, je n'écrirai pas un livre avec. J'ai déjà essayé d'écrire des articles, et des blogs. Et voilà, ça marche pas trop. Moi, je trouve que c'est vraiment pas très pratique. Et ok, c'est pas du binaire, c'est du texte. On peut le lire et l'écrire, un humain peut le lire et l'écrire, mais on n'y est pas encore. Et puis, on va vraiment pas simplifier le fameux chemin cerveau-machine dont je parlais tout à l'heure. Le dernier point qui ne va pas avec HTML, c'est qu'hormis quelques bons exemples de livres qui sont écrits en HTML et qui sont publiés sous forme papier notamment, ça n'a pas été inventé pour ça. Alors du coup, je me dis, je vais utiliser quelque chose qui a été plus pensé pour les livres. Il y en a qui connaissent ça? Ah ouais. C'est quoi? Ouais, ça c'est du Dogbook. Bon, déjà le logo il fait rêver, c'est un canard. En fait, Dogbook c'est un schéma XML qui est très structuré et très sémantique, qui insiste vraiment sur la séparation du contenu et de la présentation. Jusque-là, tout va bien, ça a l'air top en principe. Mais un peu comme avec HTML, on va devoir insérer nos contenus un peu au travers de cette jungle de balises qu'il y a dans tous les sens. Moi, je ne me vois pas demander à mon père de faire ça, quoi. Il a déjà fait 16 ans d'études. Est-ce qu'il doit vraiment mériter d'apprendre toutes les règles très strictes d'XML plus la quantité de balises? Voilà. Moi, j'ai pas fait 16 ans d'études, je sais pas vous, mais par contre, je me souviens, mes profs, j'avais pas mal de profs qui étaient chercheurs, comme mon père, et il y en a pas mal qui utilisaient ça. Il y en a qui connaissent? Donc ça, c'est du LaTeX. Le LaTeX, c'est pareil, on a une forte séparation du contenu et de la présentation. Par contre, clairement, les techos qui ont inventé ça se sont fait plaisir pendant que les écrivains étaient partis. C'est-à-dire que le concept est génial. Il y a une qualité sur la typographie quand on imprime quelque chose qui est vraiment dingue, mais on n'y est pas encore. Donc LaTeX, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment un langage et un système de composition de documents. Comme je le disais, il se focalise vraiment sur la typographie. Il a été assez connu et il est encore très utilisé dans les milieux académiques et scientifiques. Alors pas que pour ça, mais notamment parce qu'au niveau formule scientifique, c'est juste le meilleur outil.
Par contre, je me vois toujours pas proposer ça à mon père. Le contenu, il est toujours par roi, il est planqué entre pas mal d'accolades. Et en plus, à la base, ça a été inventé pour produire du PDF. On peut faire plus, mais ça n'a pas été pensé pour le web et pour d'autres médias. Du coup, les options, elles sont limitées avant même d'avoir commencé à écrire. Qu'est-ce qu'on fait alors? On abandonne? Qu'est-ce qu'on fait avec mon père, quoi? Moi, on vient de voir plein de solutions et elles sont toutes focalisées sur la séparation du contenu et de la présentation, ce que je veux vraiment, mais je vois toujours pas quelque chose que je pourrais lui proposer. Et du coup, moi je pense que cette situation doit changer. Laissez-moi vous présenter ASCII-Doc. Là, mes contenus, ils respirent. C'est aéré. Il y a très peu de caractères qui sont là pour ajouter de la sémantique et de l'information sur ce qu'est le contenu. 90% de ce pourcentage a été inventé de toutes pièces, mais 90% de ce qui est affiché là, c'est le contenu. Alors ASCII-Doc, ça a été créé en 2002 comme étant un langage de markup simple et dédié pour ceux qui écrivent, et quel que soit le type de contenu. Quand j'ai montré ça à mon père, il a désinstallé Word dans la seconde. Non, je l'ai pas. Mais il était intrigué. C'est déjà pas mal. C'est vrai que tout de suite il m'a dit, et c'est le terme qu'il a utilisé, il m'a dit l'idée d'avoir des annotations, il a utilisé le terme annotation simple et explicite plutôt que d'appliquer les conventions de son éditeur, ça l'intriguait, ça lui plaisait. Par contre, forcément, il était inquiet de « Ah oui, mais alors, faut apprendre tous ces trucs-là, qu'est-ce que je fais, est-ce que c'est compliqué, etc. » Alors oui, certes, il y a une courbe d'apprentissage, mais elle n'est pas non plus hyper complexe. En fait, si on regarde de plus près, il n'y a pas grand-chose, ou en tout cas, on peut le prendre au fur et à mesure. Donc je vais vous prendre, on va dire, les éléments principaux de la syntaxe avec vous pour qu'on les découvre. Moi, déjà, le premier truc que je trouve génial, c'est qu'un paragraphe, c'est un paragraphe. Si on veut séparer deux paragraphes, on met une ligne vide. Il y a un moment, on ne peut pas faire plus simple. Mais ce qui devient vraiment intéressant, c'est que je peux mettre deux phrases sur deux lignes différentes. Ça reste un paragraphe. Donc dans mon output en CSS, en PDF, en ce que vous voulez, la phrase « aucun markup n'est nécessaire », elle sera juste après la première phrase. Ça reste le même paragraphe. Et ça devient vachement intéressant parce que je lui disais, moi maintenant je fais systématiquement ça, je mets une phrase par ligne, et tant qu'elles sont dans le même bloc, ça reste le même paragraphe. Ça c'est hyper pratique pour voir si on commence plusieurs fois la même phrase, enfin plusieurs phrases avec le même terme, tous ceux, et j'en fais partie, qui commencent leur phrase par « donc là on peut voir que » ou « ensuite » ou on voit directement ça. Et on verra que ça a d'autres avantages par la suite. Alors ensuite, pour définir différents titres de section, on utilise des égales. Ça marche aussi avec des dièses, on y reviendra plus tard. Mais autant de égales que la profondeur du document, je pense que, encore une fois, ça reste très très léger. Et puis après, on a tout le reste. Donc les listes à puces, ça va être un peu comme on va pouvoir le faire sur un petit calepin des astérisques. Là, on est bien sur une liste qui est non ordonnée. Et notez que quand on veut faire une sous-liste, il suffit juste de mettre une étoile en plus. Ça ne dépend pas de l'indentation, comme Markdown par exemple, pour ceux qui connaissent, où là, il faut mettre deux espaces. C'est le genre de choses qui va être plus facile à utiliser pour quelqu'un qui a moins l'habitude du débat éternel espace-tabulation et qui fait bien attention à ça. Si vous voulez une liste ordonnée, ne mettez pas les numéros vous-même, mettez juste des points, et du coup, sur le document de sortie, vous allez pouvoir décider est-ce que je veux une liste ABCD ou une liste 1, 2, 3 en chiffres romains ou pas, etc. Le seul truc où je lui ai dit ça tu peux pas trop le deviner et il te faudra l'aide un peu de temps en temps, c'est pour tout ce qui est formatage de base. Donc tout ce qui est gras, on encadre avec des astérisques, tout ce qui est italique avec des underscores. Dès qu'on a des mots-clés qu'on utilise nous très souvent en informatique, on va mettre ça entre backtick, donc les AltGR7 pour ceux qui n'ont pas un Mac, sur Mac je sais pas. Et puis après surtout, il y a un aspect qui est très customisable. On va pouvoir mettre des dièses et définir un type qui a du sens dans le document qu'on écrit. Donc ici j'ai mis type, mais imaginez
moi ce que je lui disais aussi, c'est que la terminologie, elle est claire et elle est consistante. Quand je vais insérer, je vais beaucoup comparer ASCII-Doc à Markdown parce que tous les deux sont des très bons langages de markup très simples et je vous conseille d'utiliser au moins l'un ou l'autre par rapport à tout ce qu'on vient d'évoquer. Mais une petite différence par exemple, c'est pour insérer une image en Markdown, moi j'ai tout le temps besoin de la doc. Il faut un point d'exclamation, des parenthèses, des crochets. Ah oui, mais à chaque fois je ne sais jamais si c'est l'URL qui est dans les parenthèses ou dans les crochets. En ASCII-Doc, il y a une consistance, c'est-à-dire qu'une image, déjà, il y a le mot-clé image. Puis en plus, c'est un peu, ça marche en français et en anglais. Vidéo, c'est une vidéo, icône, c'est une icône. Il y a toujours les deux points, il y a toujours, c'est consistant. Et donc il y a moins de surprises et quand on commence à s'habituer à connaître la syntaxe, le reste vient plus facilement. Le deuxième truc que je lui montrais, c'est le système de blocs. Donc ici, on a plusieurs types de blocs. On a un bloc citation, quote. On a un bloc note. On a un bloc important. Et on a un bloc pour afficher des sources de code informatique. Et là, encore une fois, il y a de la consistance. On a des crochets. Alors sur note, comme c'est une seule ligne, on peut éviter de mettre les crochets. Il y a plusieurs variantes. Mais dès qu'on commence à avoir plusieurs lignes, on va pouvoir encadrer ça avec un marqueur de début, un marqueur de fin. Donc ici c'est des égales, ici c'est des traits d'union. Donc typiquement, oui, il faut apprendre, il faut avoir tout le temps la petite doc qui va bien pour les trucs dont on ne se souvient plus. Mais il y a de la consistance et c'est pratique. Du coup là-dessus, bon, lui la citation ça l'intéresse, le reste peut-être un peu moins, à part ce concept d'encart. Donc ah oui, ça c'est important, parfois dans ses livres il a des encarts, retenez ça. Et en fait je lui disais, bah, tu peux créer toi-même, tu peux aller apporter du sens qui est vraiment dédié à ton domaine métier, si je peux dire, dans son contexte à lui. Il a souvent des encarts qui détaillent le contenu de tout un chapitre, ou qui rentrent plus en profondeur. Et du coup, je lui dis, bah, tu peux inventer un truc qui serait en savoir plus. Et finalement, tu discutes avec ton éditeur, vous mettez d'accord, on a 3 types d'encarts. On a le en savoir plus, le saviez-vous, les trucs qu'on peut voir par exemple dans les livres pour les nuls, il y a toujours des petits encarts avec des icônes qui vont bien. Là, c'est pareil et ça peut avoir du sens pour ton livre à toi, comme tu veux, avec le concept de rôle. Donc ici, rien qu'avec un petit point, j'ai créé un rôle qui s'appelle en savoir plus. Et puis en plus, tu vas pouvoir les grouper ensemble. Et en fait, là, si vous regardez bien, il n'y a pas d'indentation. Il n'y a toujours pas d'indentation. Et ça, c'est hyper important. Donc dès que je commence à grouper un bloc important dans un bloc en savoir plus, on retrouve le début et la fin avec ces parties-là. Et ça, c'est propre vraiment à ASCII-Author, c'est que tout est aligné à gauche. Et on se base bien sur les délimiteurs avant-après plutôt que sur combien de fois je dois indenter parce qu'en fait, je suis dans un sous-bloc de sous-bloc. Voilà. Alors du coup, le premier truc qu'il me dit, c'est il n'y a pas de WYSIWYG. Bon, il ne m'a pas dit ça, il ne sait pas ce que c'est, mais oui, on est sur un format qui est différent du classique What You See is What You Get avec Microsoft Word, avec différents CMS, avec différents wikis qui proposent ça, avec les énièmes barres d'outils, machin. Donc on a perdu ça. Oh. Mais est-ce que c'est vraiment grave? Encore une fois, ça va dépendre. Moi, je considère que c'est pas trop grave. En général, je me bats la moitié du temps contre ces barres d'outils. Je voulais pas faire une liste à puces, je voulais sauter une ligne et en fait, je voulais que ce soit un nouveau paragraphe, etc. Et je vais vous citer mon collègue dans ces cas-là. Lui, il dit que c'est pas du what you see is what you get. Il dit en général, c'est du what you get is what you get. Et puis c'est tout. et en fait, ce qui est marrant, c'est que ça s'applique de manière un peu blague à ce genre d'outil. Mais ça s'applique aussi très bien à ASCII-Doc. C'est-à-dire que ce que vous voyez, il n'y a rien de caché, il n'y a pas ceci est un titre 1 parce que c'est du gras ou du telle taille de texte. On voit les étoiles, on voit les égales, on voit tout ce qui se passe. Et
Et du coup, je lui dis, donc ça s'apprend pas en 5 minutes, mais c'est pas grave. Tu peux prendre les trucs au fur et à mesure, comme on l'a vu là, et peut-être qu'il n'utilisera que, il fait des paragraphes, il utilisera 1, 2 et 3 égales pour faire des sections et en savoir plus. Alors il commence quasiment tous ses chapitres par des citations, donc il utilisera quote, mais peut-être que l'inclusion de source code et plein d'autres trucs que fait ASCII-Doc, il les utilisera pas et c'est pas grave. Je veux dire, il y a plein de trucs dans les langages que vous utilisez tous les jours dont vous servez pas. Et du coup, pour le WYSIWYG, je lui ai dit, en fait, nous, les codeurs, on utilise des éditeurs de code. Et en fait, notamment celui que vous voyez là, c'est Atom. Et Atom, avec les bons plugins qui vont bien, vous avez une coloration syntaxique de ASCII-Doc. Vous avez même, quand le WYSIWYG vous manque un peu, une preview de votre document. Donc ici, on retrouve le titre de mon document, on retrouve la citation, on a une table des matières qui a été insérée et générée toute seule, et on va retrouver la liste à puces, etc. Et donc là, c'est typiquement ce que je disais, j'ai une phrase par ligne, et dans l'output, les deux phrases sont les unes à côté des autres. Si je veux créer un nouveau paragraphe, je saute une ligne. On a de l'autocomplétion sur pas mal de mots-clés comme image et autres. Et une fois... donc l'autocomplétion. Alors, si vous le mettez en place chez vous, n'hésitez pas à partager un document exemple. Il y a une doc, il y a la méga doc avec tout ce que ça peut faire. Il y a sur le site l'espèce de quick reference pour retrouver la syntaxe. Après, dans certains contextes, on se sert que d'une partie. Et donc ça devient intéressant de partager à tout le monde un document exemple avec les trucs qu'on va utiliser le plus souvent pour mettre le pied à l'étrier. Et surtout, on parle bien de doc as code, réutilisez vos pratiques de codeur. Avec des includes, on va pouvoir découper un document en plusieurs sections et ne pas se répéter. Donc on a un mot-clé include qui va nous permettre de dire j'ai un document, j'ai 3 documents pour mes 3 chapitres, et du coup, dans le premier document, je fais juste un include. Et donc ça nous permet aussi d'inclure des exemples de code. Donc ça, c'est quelque chose que font énormément nos amis de Ninja Squad. Si vous avez une documentation, vous voulez parler d'un endroit d'un fichier de code, ne le copiez-collez pas. C'est chiant à lire. Ne le faites pas. À partir du moment où vous dupliquez l'information, vous êtes sûr que c'est qu'une question de temps avant qu'elle soit plus à jour en fait. C'est une question de Wade Murphy et on y est tous assujettis. Donc en fait, avec des includes, je vais pouvoir dire, au-delà de mes 2 paragraphes, en plein milieu, je vais pouvoir parler d'un exemple de code et je vais pouvoir dire, include-moi ce fichier-là, soit en entier, soit les 15 premières lignes, soit cette partie-là qui correspond à des commentaires. On a un deuxième pattern pour faire du don't repeat yourself, c'est des variables. Donc en fait, ça c'est supporté directement. Là, je retrouve mes trucs de codeur et peut-être que le nom de la boîte ou en tout cas l'URL du site web que je référence à plusieurs endroits de ma doc, je vais peut-être le mettre dans une variable. Si je fais de la doc sur un produit, la version du produit, je vais peut-être la mettre dans une variable. Après, c'est à vous d'imaginer ce que vous allez pouvoir faire. En plus des pratiques de codeur qu'on utilise, on va pouvoir utiliser les outils, comme j'ai montré. Et Atom, finalement, alors il y a un support dans Subintex, dans IntelliJ, dans plein d'autres. Moi, Atom, c'est vraiment mon préféré et j'ai l'impression qu'il lui manque pas grand-chose pour être vraiment un IDE pour les auteurs de contenu. On a parlé de coloration syntaxique, d'autocomplétion. Moi, je suis un fan du multicurseur. Il y en a qui utilisent ça un peu? Ouais. Alors, en gros, ça vous permet d'avoir plusieurs curseurs dans votre éditeur de code. Et c'est une super manière d'éditer plusieurs parties qui se ressemblent, que ce soit des blocs, des titres, etc. Ou même des listes à puces, ça peut être pratique. Et puis je peux enfin utiliser des regex quand je fais du search and replace. C'est bête, mais dans Word, je ne peux pas le faire. Moi, j'adore les regex. À chaque fois, j'ai l'impression d'être le seul. Il y en a qui aiment bien les regex quand même. J'ai des potes. Mais voilà, on va pouvoir utiliser tout ce qu'on fait d'habitude avec du code sur du contenu. Et ça devient vraiment cool.
Alors après avoir expliqué à mon père tous les avantages de Documentation as Code et à quel point ASCII-Doc ça déchire, il était intrigué. Pas mal. Mais c'est une étape et au final, après tout, il n'est pas développeur, c'est normal qu'il ne soit pas convaincu à 100% en 20 minutes. Du coup, j'ai voulu lui parler d'un deuxième sujet, c'est la partie collaboration. J'ai encore un peu du mal avec la manière dont il collaborait. Je me disais, mais c'est pas possible, il faut que je lui explique comment nous on fait. Du coup, comment nous on collabore entre nous. Il faut que je le forme à Git. Non, mais c'est pas une bonne idée. Du coup, j'ai tenté un mode par l'exemple en fait, pour lui montrer comment nous on utilise Git, comment on collabore. Et c'est là que c'est génial. C'est-à-dire que ASCII-Doc, il réinvente pas la roue. Il ne va pas venir avec son propre système d'historique, son propre système de gestion de version, de collaboration, ce que font beaucoup de CMS et de wiki. Et en général, après ça va dépendre des utilisateurs. Mais en tout cas, pour nous, ce système qu'on a avec Git, qu'on a à faire de la collaboration ensemble, il marche vraiment bien et il marche sur des projets de code qui sont gigantesques. Et il commence à s'appliquer sur des bases de contenu, de documentation qui sont gigantesques aussi. Et je mets vraiment au défi certains outils de wiki ou autres d'aller aussi loin. Donc on va pouvoir utiliser Git sans souci avec ASCII-Doc et d'autres markups assez légers comme Markdown. On va retrouver nos diffs, nos branches de travail. Donc ça c'est vrai que moi je dis branche pour parler de code, mais en disant branche de travail, ça commence à parler à mon père. Je lui dis, en fait, tu peux avoir plusieurs versions de ton paragraphe en même temps, ou tu peux surtout proposer deux choses à ton éditeur, et pendant que tu attends qu'il corrige ton paragraphe 1, tu peux continuer à l'éditer. Fais ça avec des marques de révision Word, on en reparle. Et du coup, ce qui est vraiment génial avec Git, c'est ce qui a été rendu populaire, toute cette manière de collaborer avec GitHub principalement, et maintenant avec GitLab et Bitbucket. Et j'aimerais vous partager une anecdote que j'ai présentée à mon père. J'ai dit que c'était inspiré d'une histoire vraie. Cette anecdote est arrivée genre 2 jours après, mais on va dire que je lui ai expliqué. En fait, j'étais en train de lire un article de Rémi Sharp. Qui connaît Rémi Sharp? Il faut connaître Rémi Sharp, il déchire. C'est un développeur en Angleterre qui bosse sur pas mal de projets comme l'éditeur JSBean, l'éditeur en ligne. Et Nodemon, donc Nodemon, si vous faites du Node.js, il faut connaître Nodemon, ça relance votre serveur, c'est génial. Et puis en plus, il écrit des super articles, il organise une super conf. Donc moi, je lisais cet article sur comment faire des prêts, etc. Et puis à un moment, je fais, mais c'est marrant cette phrase, Remember our humans, we generally like... Je fais, mais on dirait une phrase de Daft Punk, mais j'avais un doute, je me disais, j'avais un doute, ça me paraissait pas très anglais. Je me suis dit, peut-être qu'il faudrait dire Remember that we are humans, we generally like to blablabla. Et en fait, ce qui est génial avec le site de Rémi, c'est que si on remonte un peu plus haut, on a un petit bouton Edit juste à côté du titre. Alors c'est bien caché, il faut le connaître, mais... Et en fait, si vous cliquez là-dessus, vous arrivez directement sur GitHub. Et donc là, on voit que GitHub a une preview de son article. Donc son article est écrit en Markdown, mais tout ce que je vais montrer marche très bien avec ASCII-Doc. Et donc, moi je suis sur GitHub, comme quand je corrige du code parce que le framework ou la librairie ou je ne sais quoi que j'utilise est cassé, ou en tout cas j'ai l'impression d'avoir une solution pour le corriger, je clique sur le petit crayon. Alors en général, moi je le fais en faisant un fork, etc. Mais là, ce qui était intéressant, c'est qu'en l'expliquant à mon père, il n'y a pas besoin de connaître Git, il y a juste besoin de cliquer sur un petit crayon. Donc je clique là-dessus, ok, je vais pouvoir mettre Remember our humans, ok, je vais pouvoir l'éditer. Donc je l'édite, je vais tout en bas de la page. Donc là je dis, écoute Rémi, j'ai un doute parce que l'anglais c'est pas ma langue maternelle, mais j'ai l'impression que, cette phrase elle semblait un peu bizarre pour moi. Donc je clique sur Propose Change. Donc là ma pull request se crée. Et dans la minute, Rémi a cliqué sur Merge. En mergeant, ça a automatiquement republié son site web. Et avant même d'avoir fini l'article,
j'ai fait F5 et la correction était déjà mise en ligne. Moi, je trouve ça dingue. On nous dit le futur, c'est des drones, c'est la VR, c'est ce que vous voulez. Le futur, c'est ça. Je suis en train de lire un article, il y a une erreur, je clique sur 3 boutons. Ok, j'avais déjà un compte GitHub, mais j'ai participé à l'amélioration de son contenu. Et le plus dingue, c'est qu'en fait, il a mergé ça en étant at the gym, comme il dit. Je le vois bien sur son tapis de course en train de faire ah ouais, cool, merge, hop, suivant. Ça, c'est le futur, je trouve. Donc j'ai expliqué à mon père que quand on fait une pull request, en fait, on est vraiment en train de proposer une modification à quelqu'un. On fait ça sur du code, mais on peut très bien le faire sur du contenu. Et donc on a un onglet pour la partie conversation. On a un onglet pour la partie commit. Donc là, j'ai essayé de lui dire, c'est un groupe de changements. Et sur du texte, ça peut avoir un intérêt si vous voulez proposer à votre éditeur un paquet de changements, de dire d'abord j'ai fait des ajouts de contenu sur le chapitre 1 et j'ai corrigé les fautes d'orthographe dans le chapitre 2, quelque chose comme ça. Et alors après, je lui montre le diff et je me dis, j'ai une surprise pour lui, il s'y attend pas. Donc d'abord, je lui montre le diff side by side, ok. Nous, on est habitué à ça et on aime ça. Et alors là, Rémi, il ne le fait pas, mais clairement ici, avoir une phrase par ligne, c'est le top du top. Parce que du coup, le diff, il est vraiment appliqué sur une seule ligne. Et on voit vraiment plus facilement les changements entre les comptes. Alors après, je lui montre le diff l'un au-dessus, l'un en dessous, ok. Et je lui dis, et t'as vu, on a un truc comme dans Word, avec les marques de révision. On a les trucs en rouge barré et les trucs en vert ajoutés. Donc ça, c'est le rich diff. Je fais, t'as vu, c'est génial. Il fait, ouais, mais ton truc là, c'était quand même pas mal. Et là, j'étais assez étonné en fait. C'est-à-dire que j'étais persuadé qu'il allait adorer le truc qui ressemble à ce dont il a l'habitude. Et en fait, non, ça, et particulièrement le side-by-side, il me dit, mais ce serait vachement plus pratique pour voir ce que l'éditeur me propose. Et donc, comme je le disais, avant de finir mon article, avant de finir la lecture, la modification était déjà en ligne. Moi, je trouve ça génial. À tel point que j'ai pris des screenshots cet après-midi et qu'en fait, il y a déjà un mec qui a rechangé aussi l'article et précisément ce mot-là. Et je me dis vraiment que c'est pratique. Alors du coup, c'est comme un wiki, mais en mieux. Là, on a vu l'édition en ligne, donc c'est vraiment très proche de ce qu'on pourrait faire avec Wikipédia, avec Confluence, etc. Mais en mieux dans le sens où quand on connaît Git et quand on sait servir de l'outil, on va pouvoir éditer en ligne, on va pouvoir, si le projet le permet, colocaliser la documentation avec le code et donc faire directement des includes sur les sources. On peut faire des includes sur des sources qui sont sur un autre repo, mais en tout cas ça a beaucoup de pertinence quand les deux sont à côté. Et puis finalement, dans toute l'équipe, on va retrouver tout ce qu'on a avec GitHub. Donc on va pouvoir avoir un manager qui regarde un peu les logs et qui voit ce qui s'est passé. Il peut voir les discussions, il peut voir les diffs, etc. Donc là, on a un exemple d'un client pour lequel je travaille. Ils ont toute une équipe de rédacteurs dédiés à leur documentation et ils en sont au 10 millième commit sur tout le site de la doc. C'est assez impressionnant. On pourrait faire des efforts sur les messages de commit, mais je pense que déjà en être arrivé là, c'est vraiment calme. Et donc je lui ai remontré, tu vois, je travaille pour tel client, ils discutent ensemble, il y a quelqu'un qui fait carrément une édition, enfin un commentaire sur une ligne précise, et puis l'éternel truc qui ressemble aux marques de révision où il n'avait pas l'air très convaincu. En tout cas, ASCII-Doc, c'est vraiment bien fait pour fonctionner avec Git. Mais il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour l'aider. Donc, j'en parlais tout à l'heure, avoir une phrase par ligne, ça améliore vraiment les diffs, ça améliore les merges, on a beaucoup moins de conflits et en plus, au niveau de l'écriture, c'est génial. Moi, je réordonne des phrases parfois, c'est vraiment pratique. Toujours dans le fait d'utiliser vos techniques de codeur, utilisez des issue trackers. Encore une fois, on se dit, tiens, il y a un bug, l'application est trop lente, on va créer une issue, on va discuter, on va voir d'où viennent les problèmes de perf. Ici, on va pouvoir discuter de consistance
est-ce qu'on utilise le mot module, le mot package, le mot, un troisième mot, pour dire la même chose, parce qu'il y a eu plusieurs auteurs. Il y en a qui ont déjà fait du fan subbing, sous-titré sur son temps libre des séries ou je sais pas quoi. Souvent, un épisode de 50 minutes, c'est traduit par 4 personnes. Donc s'il y en a un qui traduit le nouveau terme qui est introduit dans l'épisode et l'autre il choisit une autre traduction, on va avoir un problème. Là, ça va être la même chose quand on est 4-5 à travailler sur une doc. Il va pouvoir y avoir des inconsistances. Il faut les traquer dans l'issue tracker. Un exemple dont pourrait vous parler plus en détail nos amis Ninja Squad, c'est est-ce que je parle à la troisième personne, est-ce que je tutoie, est-ce que je vous vois, est-ce qu'il y a de la consistance sur tous les documents, est-ce qu'on a bien tout le temps tutoyé ou tout le temps vous voyez. En tout cas, c'est des vraies questions qu'il faut se poser. On peut même commencer à réfléchir à... On a des lead dev sur nos projets, souvent celui qui a une barbe plus clean ou je sais pas. Mais pourquoi on ne peut pas imaginer un lead éditeur? Celui qui déciderait avec l'équipe des directions à prendre sur le contenu, mettre plus de familiarité dans le contenu ou moins, enfin des choses comme ça pour avoir plus de consistance. Utiliser les pull requests et la collaboration de manière générale pour discuter, pour annoter et pour merger à un moment quand même. Et on va carrément sur un concept que moi j'aime bien, c'est qu'on fait des revues de code, ok, mais là on est carrément sur des revues de contenu. Ah oui, t'aurais pas dû mettre des majuscules là-dessus parce que dans tout le reste de la doc, ce terme-là on le met en minuscules. Ça paraît anodin, mais ça rajoute de la qualité au produit. Et le dernier truc dont je parlais à mon père, c'est les branches de travail. Quand on commence à goûter aux branches faciles, quand on passe de SVN, CVS à Git, on fait des branches comme on respire, on fait « Ah, ben, je vais travailler sur autre chose, je crée ma nouvelle branche, etc. » Là, c'est pareil, ça va vraiment faciliter la collaboration à plusieurs ou même à deux. Et puis, alors au départ, je lui dis « Mais tu fais relire qu'à ton éditeur ?» En fait, techniquement, il fait relire à ma belle-mère avant, mais elle fait carrément des annotations sur un papier qu'il imprime. Donc, ce serait un peu compliqué d'y passer là, mais j'aimerais vraiment bien qu'on y arrive. Alors du coup, ASCII-Doc est vraiment bien pour travailler avec Git, pour collaborer, on en a parlé. Ouais, pardon. Voilà. Sur cette partie, moi, je pense que mon père, il a saisi les avantages. Ok. Mais bon, pour qu'ils s'y mettent, ça va être un peu compliqué. En plus, quel que soit le projet, si vous commencez à essayer de convertir des gens qui ne sont pas techniques ou autres, on ne va pas se suffire de juste l'édition en ligne à la wiki sur GitHub. Il va falloir les former à Git et on en discutait avec le monsieur qui est là. C'est très compliqué. Comment on fait aujourd'hui pour faire collaborer des gens qui n'ont pas ce background technique sur ce genre d'outils? Est-ce qu'il manque un outil entre les deux, une sorte de surcouche un peu graphique à Git? Il y a plein d'outils graphiques sur Git. Est-ce qu'il n'en manque pas une pour des auteurs de contenu? C'est une question ouverte, hein. Vraiment, si vous avez des avis là-dessus, à la fin, n'hésitez pas. Du coup, le dernier point que j'ai abordé avec mon père, c'est la publication. Alors, je ne me suis pas beaucoup attardé là-dessus, parce que techniquement, c'est son éditeur qui s'en occupe. Et lui, bon, bah voilà, ça fait un bouquin papier, des e-books sur Amazon, mais c'est pas sa préoccupation première. Par contre, il y a 2 points sur lesquels cette partie l'intéresse. C'est donc, comme je le disais, il a des bouquins papier et il a une version Kindle ou je sais plus quoi. Et puis, il a eu la malchance qui est un de ses premiers éditeurs qui fasse faillite ou qui dépose le bilan, je ne sais plus trop. Mais du coup, son nouvel éditeur a réédité ses livres. Et donc, il les a réédités en poche, avec une police différente, un format différent. Ça va bien se passer. On y est?
Ça sonne encore, non? Je reprends du coup? Allez. Du coup, ça m'a un peu coupé. On recommence. Donc, le dernier point que j'ai abordé avec mon frère. Non, en fait, du coup, il a son éditeur qui a déposé le bilan. Du coup, ils ont finalement réimprimé et reproduit un nouveau livre dans un format différent avec un nombre de pages différent. Un bouquin de poche, ça a un peu plus de pages parce que les pages sont plus petites, etc. Et finalement, c'est là que j'ai commencé à l'intéresser sur cette partie. Tu sais, ton contenu, c'est quelque chose, et à quoi il ressemble sur papier, sur l'autre éditeur et sur un livre numérique, c'est autre chose. Alors du coup, je vais voir avec vous des détails que j'ai pas trop abordés avec lui. Et c'est là qu'on va pouvoir parler en détail d'ASCII Doctor. Ok, donc le mec qui nous a parlé d'ASCII Doctor. Donc c'est quelque chose de différent. Et je vais sûrement faire des fautes, j'en ai fait hier au Lyon Jug. ASCII Doc, c'est la syntaxe. C'est ce qu'on écrit et que je vous ai montré avec les paragraphes, les sections, etc. ASCII Doctor, c'est le moteur qui va nous permettre de transformer cette source de texte dans un format quel qu'il soit. Et donc, si je prends un petit schéma, en fait, ASCII Doctor, c'est vraiment mon moteur. Je vais lui donner... J'ai dit ASCII Doc ou ASCII Doctor? ASCII Doctor, c'est mon moteur. Je vais lui donner un fichier ASCII Doc. Et là, ce qui devient vraiment intéressant, c'est que je vous parlais d'include tout à l'heure, pour include du texte ou include des chapitres. On va pouvoir finalement faire manger à ce moteur des contenus qui viennent de différentes sources. Donc des contenus qui ont été écrits de la prose, des contenus qui ont été écrits à la main, des contenus qui viennent du code source, d'une source qui n'est pas vraiment de la prose, et on peut même avoir des outils qui vont générer des contenus à inclure dans la doc. Si vous annotez vos API avec des annotations type Jersey, JAX-RS, etc., ou des équivalents avec Swagger, vous allez pouvoir extraire des choses de votre code et générer des morceaux de documentation. On n'est pas toujours obligé de... du coup, j'avais un zoom, je m'en sers, désolé. Là, je m'en sers plus, voilà. Donc, les outputs, on en a plusieurs. Les premiers auxquels on pense, c'est le PDF, l'HTML. Mais ce qui est génial avec ASCII Doc, c'est qu'on va pouvoir produire de l'EPUB pour les tables, enfin les liseuses, etc. On va pouvoir produire du docbook, qui est l'idée. Mais non, en fait, au départ, ASCII Doc a été en partie fait pour pouvoir écrire en ASCII Doc, transcoder vers du docbook, qui lui avait un outillage vraiment, qui a toujours assez évolué pour produire du PDF. Et puis on va pouvoir imaginer d'autres choses, on va pouvoir créer des présentations avec ASCII Doc. Tiens, comme par hasard, cette présentation est faite en ASCII Doc. Et finalement, on va pouvoir imaginer d'autres choses. Alors, je ne sais plus quelle heure il était, mais avec Dan, mon collègue qui a créé avec d'autres gens ASCII Doctor et qui les maintient, me disait, mais pourquoi on ne pourrait pas écrire de l'ASCII Doc et générer des tweets? Là, j'ai regardé l'heure, je fais, ouais, est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas. Mais on peut vraiment imaginer tout produire. On peut tout imaginer tout simplement parce que ce moteur, il n'est pas... il n'y a pas du code pour extraire l'ASCII Doc et créer du PDF, du code pour... Il y a en fait au centre du moteur un Abstract Syntax Tree, un AST. Est-ce que ça vous parle, l'AST? Ouais, pas trop. En fait, l'idée, c'est de dire le moteur ASCII Doctor va lire les sources ASCII Doc et il va comprendre ce qu'il y a dedans. Il va dire, ah, tu as une section titre 2, et puis 200 lignes plus bas, tu as une autre section titre 2, avec deux égales. Du coup, la première partie, c'est une section de niveau 2, la deuxième partie, c'est une section de niveau 2, et en fait, ce que va faire ASCII Doctor, c'est créer un arbre, donc un tree, un arbre de nœuds. Et donc le premier nœud, c'est le document. À l'intérieur de mon document, j'ai l'introduction et tous les chapitres de niveau 2. Dans les chapitres de niveau 2, j'ai des paragraphes, j'ai peut-être des sous-chapitres de niveau 3, etc. Il va créer tout un arbre sous forme de code, un peu de la même manière si vous utilisez HTML et le DOM avec jQuery ou Angular ou React, tout ce que vous voulez.
c'est finalement la même chose. C'est un arbre qui représente votre document sous une forme programmatique. Et du coup, tout ce travail, de là à là, il est commun. Et c'est après qu'on dit, bah, si je veux du PDF, il va falloir générer cette magie du PDF qui est un format pas toujours évident à générer. Si je veux de l'HTML, est-ce qu'une section, je vais générer une balise section, une balise article, une balise div. Donc la partie spécifique à chaque output, elle est localisée. C'est complètement extensible. Vous allez pouvoir inventer vous-même vos propres macros. Vous vous souvenez que je vous ai mis image 2 points, 2 points. On peut imaginer créer lorem 2 points, 2 points. Ça n'existe pas dans le langage, mais on va pouvoir l'inventer et dire par exemple ici je vais générer 5 phrases ou 5 paragraphes de lorem ipsum. Et c'est là qu'il y a de la consistance, c'est qu'on est sur la même syntaxe avec un mot-clé 2 points, 2 points. Et si le moteur ne connaît pas votre extension, il ne va pas casser, il va juste ne pas en tenir compte. Donc vous pouvez créer cette extension assez facilement en Ruby, ça prend une dizaine de lignes, et ça se met dans le moteur, et d'un coup, dès qu'il voit des lorem, il fait ah ben maintenant je sais qu'il faut générer lorem ipsum de l'or, etc. Donc ça c'est un exemple assez simple. Moi j'ai jamais fait de Ruby, hein. Je sais que j'ai entendu au moins un Rubyiste tout à l'heure, mais il est parti je crois. Donc en fait, avec du Ruby, on va pouvoir créer des extensions. Moi, une extension que j'ai faite, c'est qu'en fait, mes slides, je les écris dans un document. Et dans un autre document, j'écris l'histoire que je suis en train de vous raconter. Et à la fin, je veux produire un seul fichier HTML que je vais pouvoir afficher là, et afficher ici avec mes anti-sèches magiques, etc. Je vous montrerai après. Et en fait, c'est là que j'ai commencé à faire du Ruby pour essayer dans Asciidoctor de dire j'ai mon fichier avec tous mes slides, il va se parser, il va comprendre les différents blocs, et puis je vais aller ouvrir le deuxième fichier qui contient les notes, et donc le premier slide, je vais récupérer les notes qui vont avec, et là, si vous avez déjà manipulé du HTML, c'est la même chose. On est vraiment en train de parcourir un arbre et de rejouer en créant des nouveaux enfants, etc. Alors je parle de Ruby, mais en fait Asciidoctor est partout. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas une implémentation JavaScript, une implémentation Ruby, une implémentation Java. Il y a une implémentation en Ruby. Et sur la JVM, elle fonctionne avec JRuby. Donc si vous n'avez pas Ruby sur votre poste, mais que vous avez Java, vous pouvez compiler du Asciidoctor. Si vous êtes dans un navigateur ou sur Node.js, c'est pareil, il y a Asciidoctor.js. D'ailleurs, si vous voulez vous y intéresser, il n'est pas très loin de chez vous, à 40 minutes d'ici, si j'ai bien compris. La personne qui travaille sur Asciidoctor.js, elle est à Lyon, c'est Guillaume, un mec super cool. Et donc ça permet une utilisation de ce moteur sur différentes plateformes et de toucher beaucoup plus de gens. Vous pouvez aussi écrire vos extensions dans les deux autres langages. C'est pas encore au même niveau, mais c'est faisable. Alors là, vous dites, ouais, c'est cool ton truc, mais ça existe depuis 2002 et enfin, c'est pas encore hyper répandu, hyper connu. Ouais, enfin, c'est quand même utilisé par tous ces gens-là, que ce soit pour écrire leur doc, pour écrire des bouquins. Je pense que vous devez connaître l'éditeur de livres O'Reilly. O'Reilly, il y a pas mal d'auteurs qui utilisent Asciidoc pour écrire leurs livres, notamment un livre sur Elastic. La doc de Git, qui a été écrite par Scott Chacon, elle est écrite en Asciidoc. Et donc ça, c'est une de ces citations, mais vraiment, à partir du moment où on a ce langage de base et ce moteur qui est configurable, mais on a vraiment quelque chose de très puissant. Puis après, j'ai mon dernier argument. Je me dis, s'il y a bien un projet sur lequel on sait faire de la collaboration à très grande échelle, c'est Linux. Et Linus Torvalds, il n'aime pas trop XML, ou Dogbook et autres, et il vous recommande à tous d'utiliser Asciidoc. Bon, après, parfois, c'est pas un mec très sympa, et donc je sais pas si je vous ai convaincu. Du coup, les bonnes pratiques sur la partie publication, ça va être d'utiliser nos bonnes pratiques de déploiement. Je merge, comment il s'appelle ? Rémi est sur son tapis de course, il merge la pull request, ça publie automatiquement. Parce que derrière, il a une intégration continue, il a un déploiement continu. Donc moi je dis ça, mais il y a plein de projets où je ne suis jamais allé jusque le déploiement et intégration continue sur mon code. Donc pourquoi j'irais le faire sur ma doc ? Mais c'est vraiment des idées que j'essaie de mettre dans votre tête, c'est possible et ça a un intérêt vraiment fort.
Nous, on aide notamment pas mal de clients à passer à cette étape-là. Souvent, la partie collaboration, elle est assez compliquée. Et la partie automatisation de tout ça, elle est aussi assez complexe. Du coup, Pardon. En rentrant chez lui, notre héros était un peu blasé. Il repensait à tout ce qu'il venait d'expliquer à son père. Ça faisait peut-être beaucoup d'informations en une seule fois. Nouveaux outils, nouvelles approches, nouvelles techniques. Il savait pertinemment que son père allait continuer à utiliser Word et des emails pour collaborer et écrire son CV. Par contre, il était persuadé qu'il pouvait convaincre et changer les habitudes de ceux qui codent. Vous avez déjà les outils, les pratiques pour écrire, pour l'écriture, pour la maintenance, pour la collaboration, pour la publication de votre code. Il ne vous reste plus qu'à vous emparer d'AsciiDoc et AsciiDoctor pour traiter votre documentation avec la même passion. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Vous voulez tous passer au dessert? Oui, pardon. Est-ce que tu as le code doc de ta presse en ligne et les plugins nécessaires pour pouvoir... Alors, tu connais tout ce qui est bêta? Ouais. Tu connais tout ce qui est alpha? Ouais. Mais est-ce que c'est le bêta plus ou plus? Non, non, alors, donc l'outil, chez OpenDevise, mince, il y a Open dans le nom, on fait quasiment tout ce qu'on fait en open source. Ce qu'il y a de privé sur des dépôts privés, c'est nos discussions business, etc. Mais les outils, que ce soit AsciiDoctor et Bespoke.js, le framework que j'utilise pour faire mes slides, tout est open source. Donc j'utilise une nouvelle console de présentation, je vais y arriver, qu'on a développée, que j'ai développée il y a 2-3 semaines dans le train, qui est open source, mais on s'écrit alpha partout sur le projet GitHub, parce qu'on expérimente plein de choses. Là, par exemple, moi, je peux passer mes slides sans que vous le voyez, et je peux aller choisir comme un wiki, mais en mieux, etc. On a créé... Alors, du coup, ça me permet d'utiliser des touches qui ne me servent pas. Ça me permet de faire défiler ma doc sans faire défiler mes slides avec d'autres touches. Ça me permet de revenir... Alors, je peux revenir au début sans que les gens le voient, et puis je peux faire joujou sur un slide où il y a de la musique. Alors, du coup, j'ai plein de trucs, mais voilà. Je vais pouvoir jouer sur du CSS. Alors, il n'y a pas beaucoup d'images par seconde sur la télé en 4K. Donc, cet outil-là, il inclut mes slides une fois, 2 fois et 3 fois. Donc, c'est un outil différent de l'outil que j'utilise pour produire mes slides. Celui-là, il est open source. Et encore une fois, on expérimente tous les jours, mais la musique, j'en avais pas encore fait, donc je l'ai fait cet après-midi. Donc ça bouge encore beaucoup, on aimerait bien le stabiliser en début 2017. Après, le deuxième truc, c'est la partie qui permet de convertir l'AsciiDoc vers les slides en HTML. Cette partie-là est open source aussi, il faut que tu cherches AsciiDoctor Bespoke. Après, il est un peu moins avancé, mais si tu veux faire des slides en HTML, il y a AsciiDoctor Reveal, AsciiDoctor DigiSlide, il y en a plusieurs. En tout cas, moi je passe beaucoup de temps sur la partie Bespoke parce que c'est un framework pour faire des slides web qui est très modulaire et composable. On peut créer des plugins, etc. Et donc ça permet de faire des choses assez intéressantes comme de s'amuser avec ça, de créer des interfaces. En fait, vous voyez le truc. Et donc cette partie-là est open source aussi. Par contre, la manière dont on fait nos slides en ce moment, avec 2 fichiers, avec... moi, je me dis que je dois vous dire ça sous forme d'un alexandrin, de changer la manière dont je parle. En fait, c'est pas que de l'impro. Il y a plein de choses que je me mets, je sais pas si vous voyez d'ici, mais pour savoir que c'est moi qui parle ou mon père qui parle, j'ai mis des petits caractères UTF-8. La manière dont on découpe les slides, on essaye plein d'idées en ce moment. Pour nos presses et avec nos clients, ça c'est pas encore complètement open source, il faut qu'on trouve le temps
de partager comment on aimerait bien faire nos slides demain et changer un peu de manière de faire. Mais tu me demandes, je t'ouvre le truc ou je te le partage, il n'y a pas de souci. Si c'est quelque chose qui t'intéresse. Parce que je fais partie d'une société, on va dire qu'on est plutôt sur les PPTX et que Ouais. c'est dans les choses qu'on aimerait faire évoluer à certains niveaux. Alors après, il n'y a rien de magique. Hein. Là, j'ai rien écrit en ASCII Doctor. Ce que vous voyez, c'est un SVG. Et il y a un... Merde. Il y a... Ouais, ça, c'est deux SVG différents. Ou si je regarde... ça, c'est différents fichiers SVG. Donc c'est aussi des trucs qu'on essaye de faire. J'ai commencé à expérimenter sur une autre presse. C'est au lieu de copier-coller 17 fois la même image et d'enlever les petits bouts incrémentaux, je vais essayer de travailler sur le SVG. Et c'est là que je vais pouvoir remettre mes pratiques d'avoir plusieurs outputs. C'est que si demain je fais un article ou même un livre avec ce que je viens de vous expliquer, un mini-livre, et bien finalement je vais peut-être mettre ça sur l'article et je vais peut-être mettre ça dans le livre, mais je ne vais pas mettre les 17 étapes de construction de tous ces contenus-là. Et donc, ce qui devient intéressant, c'est d'essayer, même au niveau d'une image dans SVG, de produire une seule image dans l'état final et de trouver une espèce d'extension dans ASCII-Doc, de trouver une syntaxe pour dire, alors ce que j'aimerais, c'est d'abord afficher le PDF, ensuite l'HTML, etc. Donc c'est des choses auxquelles on réfléchit, et sur la partie... faut m'arrêter à un moment, parce que je peux en parler pendant des heures. Mais sur la partie PPTX, pour revenir à ta question, il y a plein de choses que tu ne pourras pas faire. Typiquement, commencer à placer des objets, c'est là où PowerPoint mélange à la fois un outil de présentation et un outil de création de contenu. Et nous, on est parti du principe qu'il y a un outil pour présenter. Là, il affiche mes slides de cette manière-là, mais il y a plein d'autres configurations. Et on a un outil pour générer le contenu en ligne. Et on en a un pour le texte, et peut-être que pour les images, on va utiliser ce qu'il y a de mieux pour faire des images. Alors moi, j'ai pas de sous et je suis open source, donc j'utilise Inkscape, mais si tu as un illustrateur professionnel, il va utiliser Sketch ou Illustrator. Je parle dans tous mes trucs, mais disons que je pense qu'on ne va pas remplacer les PowerPoint demain avec que des prêts en ASCII-Doc. Par contre, sur des gros cursus de formation, on a des clients qui utilisent ça. Et qui, du coup, quand ils collaborent avec 30 formateurs un peu partout dans le monde, se font des pull requests sur la formation 101 sur la manière dont marche notre base de données. J'ai rajouté 3 slides. Ah ouais, d'accord, là, ils discutent dans une pull request. Et ça a énormément d'intérêt. La question, c'est dès qu'on veut commencer à placer en pixel perfect des titres, etc., comment on fait? Alors, si je prends d'autres exemples, ça, la source, c'est une liste à puces. La première puce, c'est ASCII-Doc, un crayon, enfin, le truc là est syntaxe, et la deuxième puce, c'est ASCII-Doctor. Et donc demain, je peux rédiger un article et publier ça sous forme d'une liste à puces, et je peux avoir des slides qui l'affichent sous forme de 2 colonnes avec uniquement du CSS. Et je regarde si j'ai d'autres exemples. Ça, c'est pareil, le slide qui fait ça, je l'ai codé une fois, et je l'utilise 5 fois pour les 3 parties basées sur une histoire vraie et pour la fin. Et donc en fait, le contenu, là, il est bien tapé dans du ASCII-Doc, et avec un rôle, de la même manière que mon père aurait pu faire un rôle en savoir plus, moi j'ai créé un rôle, je l'appelais title, j'aurais pu l'appeler typewriter, title ou je sais pas quoi, mais j'ai juste appliqué un rôle sur mon contenu. Et ce qui devient génial, c'est qu'hier au Lyon Jug, on discutait, j'ai souvent des slides qui sont vides pour que vous arrêtiez de regarder la télé et que vous me regardiez moi. Et hier, ils étaient blancs. Et en discutant avec quelqu'un, on se dit ouais, mais pourquoi ils sont pas noirs? Parfois, on a l'impression que tu as un truc qui est cassé ou que tu as oublié de mettre un contenu. Et ben moi, j'ai changé un CSS. J'ai juste changé que tous les slides qui sont annotés avec le rôle blank, et bien maintenant, ils deviennent noirs et plus blancs. Et si demain, je veux mettre le logo de ma boîte en plein milieu dès que j'ai un slide blanc, je peux le faire en une seule ligne aussi. C'est des choses qui deviennent vraiment intéressantes quand on sort du WYSIWYG de la présentation, ça PowerPoint ou Keynote. Par contre, il y a énormément de choses qu'on ne pourra pas faire. Je vais arrêter de parler.
Moi, je voulais juste compléter ce que tu disais par rapport au PowerPoint. On a bossé dans la même boîte, moi j'ai été bien avant toi, mais la galère qu'on avait sur ces PowerPoint, c'est qu'on faisait de la formation technique, donc on donnait des formations à l'époque, on avait des formations féminines, etc. Quand tu as des bouts de code qui deviennent obsolètes, c'est l'enfer en fait. Donc quand on fait des formations techniques, moi la puissance que je vois dans ce genre d'outil, c'est que ton bout de code, tu l'extrais, tu le testes, tu fais un test unitaire, chaque fois que tu upgrades de version du framework sur lequel tu formes, du dernier post que tu veux, bah, tu changes ta batterie de test unitaire et ça te garantit vraiment. Typiquement, quand tu as un programme de 6 mois et que tu peux changer la version de tout le framework. Par exemple, voilà. Mais même au-delà de ça, la transformation qu'on essaye de faire, c'est de mettre toutes nos docs en fait dans Git et que tout le monde puisse y avoir accès dès le premier jour. Donc on a une automatisation qui est en train de se faire de là. Et en fait, maintenir de côté, c'est juste pas possible. En fait. Surtout quand tu dis à la fin, c'est pour des gens comme vous, bah oui, oui. On est bien les premiers à pouvoir bénéficier de trucs comme ça. Quand Cédric, qui est parti, là, qui a fait le talk avec moi, qui a écrit le bouquin, quand il a 350 tests unitaires sur le bouquin qu'il a écrit, et c'est ça qui me conforte dans le fait que chaque version d'Angular 2 qui arrive, on est sûr qu'on a complètement mieux. Et puis, notamment pour afficher du code comme ça, les outils en web, on les a. AsciiDoc, Tor a son propre... peut utiliser des modules Ruby pour faire la coloration syntaxique en PDF en web. Là, j'ai choisi de le faire directement avec un outil en JavaScript qui est Prism.js. Prism.js, il supporte tous les milliers de langages que vous voulez. Moi, quand je vois un speaker professionnel qui est payé par sa boîte pour faire de l'évangélisme sur son produit et que je le vois copier-coller dans un mode un peu spécial du code dans Keynote pour que ça garde la coloration, je me dis mais où on est ? Et en même temps, il arrive à faire des choses avec Keynote que je ne peux pas encore faire. Et il y a énormément de choses qui restent encore pratiques. Mais j'ai l'impression qu'on simplifie beaucoup de choses sur l'authoring, sur la collaboration. Je vais peut-être je me permets juste une démo qui n'était pas prévue, mais c'est un truc que j'ai fait cet après-midi dans le train et j'ai trouvé ça génial. Je me permets juste de passer en mode miroir. Bon, ça va être du 4 tiers. On ne sait jamais pourquoi en mode miroir, c'est toujours la merde. Voilà. Ok. Et donc je devrais avoir mon éditeur de code qui est là. Voilà. Tout le monde voit? Donc ça, c'est mes slides. Et donc il y a un moment, je vous parle de Rémi. Ok. Donc en fait, pour vous montrer l'histoire de Rémi où j'édite son blog, etc., j'ai pris 14 screenshots. Alors moi, pour aller drag and dropper 14 screenshots dans PowerPoint, ça va juste me rendre dingue. En plus, après, il va falloir que je les centre, que je les redimensionne ou je sais pas quoi. Voilà. Alors, si j'enlève les slides de Rémi, je vous montre ce que j'ai fait dans... Alors, je l'ai fait en arrivant après le train tout à l'heure. Alors, j'ai même 15 screenshots. Donc là, je les enlève. Donc, si on fait ça... Ok. Donc, on est à peu près... Voilà, là. Donc là, ça a disparu. J'arrive sur comme un wiki. Et juste avant, j'ai Git love AsciiDoc. Ok, donc mes slides ont disparu. Donc ici, je dois insérer 14 screenshots sous forme de slides avec PowerPoint. Merci. Ce que j'ai fait, c'est que moi, je vais dans le dossier où il y a mes images. Alors, le truc encore mieux que j'ai découvert aussi, pardon. Moi, j'utilise Linux et sur mon repo, en fait, donc il y a toutes mes images et il y a Rémi blog. Et c'est pareil, moi, quand je fais un screenshot, l'image, elle s'appelle capture d'écran 2016, machin truc. Et en fait, on a un système, si on sélectionne plein d'images, j'ai juste eu la bonne idée de les prendre dans le bon ordre. J'ai un système qui me permet de faire ça. Et en fait, là, toutes mes images, si je veux, je peux les appeler Rémi quelque chose.
et puis après je mets une numérotation qui commence à 1. Voilà. Donc en fait, moi c'est ce que j'ai fait. Déjà, il m'a généré un truc, Rémi Story machin 1, 2, 3 jusqu'à 15. Donc j'avais tous mes fichiers. Après, j'ai été dans mon repo. Donc, ok, donc là j'ai plein de fichiers. Et si je fais ls Rémi étoile, donc là j'en ai plein. Ok. Maintenant, si je fais ls Rémi étoile avec un -1, je ne sais pas si vous utilisez ls. Ok. Je les ai tous comme ça. Alors, je vérifie juste, ouais. Je rajoute un petit pipe clip copy. Ok. Parce que je suis paresseux. Je vais dans mon éditeur de code. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Et bien en fait, c'est là que j'utilise les multicurseurs. Donc quand j'appuie sur un raccourci clavier qui ne sera pas le même chez vous, je déclenche plusieurs curseurs sur du texte qui se ressemble. Et donc là, en fait, je suis en train d'éditer avec plusieurs curseurs. Et donc je vais pouvoir créer un slide dont l'identifiant, donc en fait, on a des identifiants sur des blocs avec dièse, dont l'identifiant va être Rémi Blog avec le numéro. Donc là, je vais couper, et c'est ça qui est génial avec les multicurseurs, c'est qu'il y a du couper-coller. Là, je vais couper tout ce qu'il y a là. Et donc, je vais pouvoir le coller et dire mon identifiant, c'est ça. C'est un slide, je mets un rôle slide. C'est un slide qui a le template média, pour afficher un média. Et je veux un contain pour que, là en l'occurrence, c'est des screenshots en 4/3, pour qu'ils soient contenus dans un écran 16/9. Si je mets cover, ils vont s'agrandir, il va me manquer le haut et le bas, mais parfois sur des photos, ça me suffit. Donc là, je ferme mon bloc. Et après, je dois insérer une image dont la source, c'est ce que j'ai dans mon presse-papier. Et c'est là que c'est génial, c'est que j'ai toujours 15 curseurs et chacun va correspondre au truc. Donc, il suffit de fermer le bloc image, sauter une ligne, enregistrer. Et bonjour Michel. Et c'est là où je viens mettre vraiment du code dans mes contenus et des pratiques de codeur. Et en fait, ça m'amuse de le faire et ça m'amuse encore plus de vous le montrer parce que je me sens vraiment de retrouver mes trucs de codeur sur des trucs de tous les jours. Est-ce qu'on prend d'autres questions? Est-ce que vous voulez discuter au dessert? Je sais pas. Moi, juste une question. Est-ce que dans des outils de génération de HTML, tout comme là, tu as Dispo qui permet de générer des slides de manière sympa, est-ce qu'il y a des choses existantes fiables pour générer déjà de la doc avec un menu sympa donc on est vraiment sur du contenu et pas de comment on va rendre le HTML et pour que ce soit de la doc agréable? Alors en fait là-dessus, ASCII Doctor il est bien pour aller te générer une page. Quand tu veux commencer à générer un site, alors je vais me vanter du fait qu'ASCII Doctor n'ait pas des fonctionnalités, mais clairement là aussi on ne réinvente pas la roue. Ce que va pouvoir faire peut-être un peu Sphinx avec Restructure Text, où nous on considère plutôt qu'il faut que tu utilises un Static Site Generator ou autre qui va aller bien avec ASCII Doc. Donc là-dessus, il y a un plugin sur Jekyll, il y a une intégration dans Middleman et dans Metalsmith. En gros, Teaser, on va commencer beaucoup à travailler là-dessus, parce qu'on veut refaire notre site avec ce genre d'outils, et on a des clients qui ont des besoins là-dessus. Donc on va essayer d'améliorer toutes ces intégrations, parce que vraiment, ça c'est bien, ASCII Doctor pour générer des pages, mais dès qu'on veut générer un site, qu'on veut sur le site avoir la version du produit qu'on documente, ceci est la documentation d'Angular 2, mais si je veux voir la documentation d'Angular 2.1 ou 2.2, il faut que je puisse générer un site de cette manière-là, qui va correspondre peut-être à des tags. Faites-le avec des tags. Nous, on a un client qui le fait avec des sous-dossiers. Du coup, ça veut dire que dans ses contenus, il a un sous-dossier 3.8, 3.9, 3.10, etc. Et il y a 90% du contenu qui est copié-collé, en fait. Et en même temps, c'est pas si simple, parce qu'avec des tags, comment on fait si on édite une typo qui existe dans les versions 3.10, 3.9, etc. Et c'est là qu'on comprend que l'ingénierie sur la documentation, c'est un vrai problème, c'est pas juste je publie un site. Ta question à la base, c'est vraiment,
on va essayer de marier ASCII Doctor avec des static site generators pour ça. Il y a du support et on a vraiment envie et on va l'améliorer dans les mois qui arrivent. Moi j'ai une question, pas forcément technique, mais plus par rapport à ta boîte, etc. C'est quoi votre business model? Enfin, vous faites du service en fait pour inciter les gens à utiliser ASCII Doc, comment ça marche? En fait, donc avec Open Device, on est 4. C'est une boîte qui a été créée par Sarah White et Dan Allen. Donc Dan Allen qui contribue beaucoup, qui fait vivre le projet ASCII Doctor avec une énorme communauté de gens. Et Sarah est plus peut-être sur les contenus, elle contribue sur la doc, etc. Elle est moins technique. Et on a une troisième personne qui s'appelle Lisa et qui travaille, qui est une auteure de livres et qui a aussi été éditrice. Elle est vraiment sur les contenus. Et avec cette petite armée mexicaine, on essaye de proposer à nos clients du consulting sur l'utilisation d'ASCII Doctor et d'ASCII Doc. Que ce soit au niveau technique, on va améliorer, sur un client, on a amélioré les perfs du site de leur doc parce qu'ils ne savaient pas faire du front-end. On va aussi améliorer la partie un peu agilité de, quand on a un gros éditeur de logiciels, ils ont potentiellement une équipe pour écrire la doc, une équipe pour écrire le produit, une équipe pour mettre en prod le produit. On a même parfois des équipes, enfin des équipes de un mec, qui travaillent sur le développement technique de la doc. Donc juste le CSS du site web et puis la partie recherche de la documentation. Et en fait, ces gens-là, ils ne se parlent pas assez. Et c'est ça qui est dingue, c'est qu'on parle tous d'agilité tous les jours, on essaie de le mettre en place, on galère. Et c'est aussi vrai sur la collaboration entre les contenus. Et donc on se retrouve avec les gens qui écrivent la doc, qui ont créé eux-mêmes un petit serveur de staging parce qu'ils voulaient mettre en pré-prod des tests, etc. Et c'est pas sécurisé parce qu'en fait les vraies équipes d'Ops, elles sont pas au courant. Donc nous on va les aider vraiment à faire un état des lieux et à essayer d'améliorer tout ça. Donc c'est vraiment du consulting sur l'organisation, la collaboration, sur la technique et aussi ce qu'on essaie de faire récemment sur les contenus aussi. Et c'est pour ça aussi qu'on a Lisa qui sait raconter des histoires, qui m'a dit ton histoire avec ton papa ça va mais il faut changer ça, etc. Et donc on va faire du consulting sur des formations, sur des présentations et sur la documentation pour nos clients. Je ne sais pas encore bien l'expliquer en une phrase. Mais ça fait, je suis là que depuis juillet, donc je vais m'améliorer. Ça répond à ta question? Ouais.